Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Alors, c'est l'heure de suivre votre mission politique en RDC sur Télé 50, ça fait débat. Beaucoup de sujets font la une en RDC. La grande messe dite au Katanga autour du chef de l'État, Vinci Gouverneur, dans cette 4e session de la réunion des gouverneurs, un sujet qui fait la une. Et puis la délégation venue des États-Unis qui nous informe que le président de la CENI, l'ancien président Malou Malou, serait toujours en vie et que la santé s'améliore. Bonne santé pour lui. Un autre sujet qui nous a intéressés dans cette émission, nous allons faire un coup de projecteur sur le conclave de l'opposition à Bruxelles et ses résolutions pour la majorité présidentielle. C'est une tentative de coup d'État. Etienne Tshisekedi qui réplique « Le peuple est mûr et tout est prêt pour l'alternance politique en 2016 selon le journal Les Potentiels ». Alors ça fait débat, ne nous quittez pas. Et puis... un autre coup de projecteur, c'est sur les dialogues, la longue attente. Qu'est-ce qui bloque? Qui fait traîner la tenue du dialogue? Mais nous apprenons que déjà le groupe de travail a déposé son rapport sur la table d'Eden Kodjo. Alors on va scruter ces sujets avec ces acteurs politiques déjà sur ce plateau. Monsieur Jean-Paul Kazamba, vous êtes politologue, chercheur, acteur politique indépendant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour. Et à vos côtés, c'est monsieur Bienvenu Bambale. Il est de l'opposition, président du parti MJC. Vous êtes membre de la dynamique de l'opposition. Bonjour, monsieur Mathieu. En tout cas, bonjour. Et face à vous, monsieur Daniel Mbayo. Il est de la majorité, président du parti, la CDTI. Il est un des communicateurs de l'AMP. Monsieur Daniel, ça fait longtemps. Bienvenue dans Ça fait débat. Et à vos côtés, lui, il est secrétaire général des ACO, il est député national de la majorité, l'honorable Pico Mwepu Kanyanta. Merci de nous avoir honorés de répondre à notre invitation. Merci, frère Mathieu. En tout cas. Alors, le conclave de Bruxelles, avec des résolutions que tous on connaît, il demande la tenue des élections à temps, le respect des délais constitutionnels et qui pousse le gouvernement à financer la CENI pour que les élections s'organisent à temps. Une tentative de coup d'État pour la majorité. Est-ce logique? Je commence avec vous, honorable Mwepu. D'abord, il est très important, nous sommes honorés aujourd'hui. Pour encore éclairer l'opinion et surtout la population souveraine. Ah voilà. Moi, j'ai regret de parler de ça, du fait que depuis un certain temps, l'opposition avait multiplié, avait donné tendance, l'impression de parler au nom du peuple, de défendre le peuple. Mais ce qui s'est passé à Bruxelles, là, le peuple n'y a pas son compte. Par contre, ils sont allés faire seulement l'allégeance aux puissances extérieures, dictées par les puissances extérieures. Donc, vous verrez même que la première des conclusions n'ont pas été réservées au peuple souverain ou aux institutions du pays, mais à un ministre des Affaires étrangères d'une puissance extérieure dont nous connaissons le malheur de notre pays aujourd'hui. Le Congo, c'est toujours dans cette capitale-là. Vous vous souviendrez de conclave de Bruxelles, de table ronde de 1959, c'est toujours Bruxelles. Bruxelles n'a jamais produit de bien pour notre pays. Pour nous, nous regrettons, c'est pourquoi nous disons... Est-ce que diplomatiquement, ça, c'est pas une forte déclaration? Noire, c'est un complot contre le peuple et notre pays. Voilà, on échange. Du côté de l'opposition, est-ce que vous pensez que c'est vraiment... il y aurait une main noire? Parce qu'on vous pose la première question. Qui vous a financé, vous de l'opposition, pour la tenue de ces conclaves? Monsieur Mathieu, pour ma part, je pense qu'il y a la mauvaise foi de la part de la majorité, puisqu'aujourd'hui... ils veulent dire des choses qui les arrangent eux. Donc cette conclave a été conviée par Tshisekedi tout simplement, puisque Tshisekedi, en étant malade, qui ne pourrait pas se déplacer, il a invité, nous, l'opposition, de le rejoindre à Bruxelles pour faire cette conclave pour parler du Congo. Maintenant, si pour eux, le fait que nous partons à Bruxelles, ça devient faire l'allégeance, au colonial, mais pense qu'aujourd'hui, et ils oublient réellement, en 2006, le président Kabila, il a été intronisé en Bruxelles par Louis Michel lui-même. Donc maintenant, si nous, dans notre sens, quand nous allons pour voir notre père de l'opposition qui est malade, ça vous pose problème. Et vous, quand le président lui-même, il a été intronisé en Bruxelles par Louis Michel, pourquoi il est allé faire l'allégeance, au colonial? Ça, c'est un. Deuxièmement, parlons du problème des frais des billets pour chacun. Je pense que chacun a dû payer son billet, puisque aujourd'hui, on parle du Congo, on parle pour le peuple. Il n'y a pas une main noire des gens qui vous ont financé. La main noire en question, c'est eux qui le disent. Il faudrait qu'ils prouvent cette main noire en question, quelqu'un qui a financé. Donc, ce sont des spéculations. Puisque
dans ce dialogue aujourd'hui, dans ces conclaves, ce qui est sorti, ça ne les arrange pas eux, puisque selon eux, ils voulaient que nous puissions faire un conclave qui peut-être qui favorise un peu le glissement des chefs de l'État. Mais vu que ce qui est sorti de là a fait qu'on demande au chef de l'État de poser son tablier au 19 décembre. Ah, voilà. Et c'est pour cela que ça pose problème par Je rapport vous pose cette question. Oui, vous avez publié vos résolutions. Est-ce que vous avez la force de la pression de contraindre le gouvernement? Alors, c'est pour cela, aujourd'hui, le gouvernement en place, ils ont voulu que nous puissions faire un dialogue avec un seul intermédiaire qui était M. Eden Kodjo. M. Eden Kodjo tout seul, il ne vaut pas grand-chose. Nous, on a voulu réellement que nous puissions avoir, je dirais, des témoins, évidemment, une panel, je dirais, étranger, parce que demain, ils peuvent faire pression au chef de l'État. Nous, l'opposition aujourd'hui, ne sommes pas armés, nous n'avons pas deux hommes, et ils ont tous ce choix. Ils ont tous ce choix, ils ont le militaire, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont tous les armes. Donc aujourd'hui, nous, tout seuls, hein. Évidemment, donc on a besoin de sécuriser nos arrières. En allant à l'extérieur, c'est pas pour faire l'allégeance, je dirais, au colonial, mais non, c'est plutôt pour dire qu'au cas où si la majorité ne respecterait pas, je dirais, c'est dire, au moins ils auront des pressions extérieures. Dans ce sens-là. Ah, ok. Les choix, l'opposition. Une lecture un peu indépendante. Quand Étienne Tshisekedi dit que le peuple est mûr et tout est prêt pour l'alternance politique en 2016, pensez-vous que l'opposition a les moyens de la pression de contraindre le gouvernement à exécuter ses recommandations? Bon, Monsieur Mathieu, vous savez que dans un pays qui se fait démocratique, même dans des politiques, même dans des pouvoirs politiques dits institutionnalisés, donc la démocratie, ou des pouvoirs politiques dits individualisés, communément appelés la dictature, tous ces pouvoirs-là, tous ces systèmes ont besoin d'être en bonne relation avec l'opinion publique. Donc le peuple. Machiavel a dit que mieux vaut être craint que d'être aimé. Mais plus tard, dans l'une de ses œuvres, il dira que, en fait, la meilleure forteresse de tout pouvoir qui soit, c'est de n'être point haï par le peuple. Il s'est corrigé lui-même. Il s'est corrigé lui-même finalement. Mais je voudrais dire une chose sur les conclaves. Vous savez que Christ dit qu'une armée qui est divisée contre elle ne peut jamais subsister. L'opposition était en ordre dispersé. Il fallait que l'opposition puisse parler le même langage. Avant le conclave de Bruxelles, il y a eu une frange de l'opposition qui ne voyait pas l'intérêt du dialogue politique. Mais aujourd'hui, il y a quand même une sorte d'unification des énergies ou des vies pour que, en fait, tout sont résolument qu'il faille aller au dialogue. Moi, je crois que ça, c'est déjà quelque chose de bien. Je voudrais encore dire une chose sur mon frère que j'aime tant, M. Njalandjoko. Quand il a pris à partie les travaux du conclave de Bruxelles, ça c'est de bonne guerre en tant que citoyen congolais, il est dans la démocratie. Mais il a dit aussi une chose qu'en fait, il encourageait la CENI de mener à bien son travail jusqu'au toilettage du fichier électoral et aboutir finalement aux élections qui va de la base au sommet. Moi, je crois que quand il le dit, c'est en tant que citoyen, c'est bien. Mais quand ce qu'il dit là doit se transformer, par exemple, à une si vous voulez, à une volonté générale, comme dit Jean-Jacques Rousseau, ou mieux, à une décision du pouvoir, là, ça devient dangereux. Moi, je crois qu'il y a ceux qui pensent que jusque-là, la CENI est en train de travailler, mais pas de tortue. Qu'il fallait réserver un bénéfice de l'urgence aux élections. Il y a aussi qui pensent que des élections devaient avoir lieu d'une façon décroissante, c'est-à-dire commencer de la base au sommet. Non, disons du sommet à la base. Parce qu'ils estiment, comme dans la majorité aussi, ils disent le même langage, que toutes les zones sont importantes, mais dans la priorité, il y a ce qu'on appelle priorité des priorités. Qu'est-ce qui serait prioritaire aujourd'hui? Faut-il organiser l'élection d'un chef du quartier à Pakadjouma ou à Mikondo ou du chef de l'État? Donc tout ça, il faut voir ça aussi, et que sa déclaration ne soit pas une décision du pouvoir, mais plutôt une déclaration comme étant un citoyen libre qui s'exprime à la télévision. Voilà. Il nous a fait les tableaux. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Pour ces tableaux, alors, M. Daniel Mbayo, vous êtes de la majorité un des communicateurs. Il y a certes, vous dites, la CENI est en train de travailler, vous manifestez la volonté, 3 entreprises déjà retenues pour la révision du fichier électoral, mais de l'autre côté, de l'opposition, à suivre les résolutions, c'est comme si on ne voit pas la volonté de vous, de l'AMP, d'organiser même ces élections en 2017. Manque de volonté encore politique. Je crois que je commencerai par... vous avez introduit que M. Etienne Tshisekedi a dit que le peuple serait mûr
et qu'il est prêt pour aller à l'alternance, on aimerait constater d'abord l'alternance dans son parti, où il a fait beaucoup d'années et qui n'a jamais cédé sa présidence à quelqu'un d'autre. L'UDP, ce n'est pas la RDC. Hein? Non, ça commencerait. C'est un parti, c'est un fait privé. Ça commencerait par lui. Ça commencerait par lui. Il donne l'exemple d'abord chez lui. Chez lui. C'est faut qu'on le précise. Je reviens pour dire que nos amis de la mouvance oppositionnelle se sont réunis à Bruxelles pour se trouver un projet de société commun. Compte tenu du projet de société, de l'aide constitutionnelle. Ça constitue maintenant désormais leur projet de société. 2. Déstabilisation des institutions constitutionnelles en décembre. Deuxième plan du projet de société. 3. Stratégie pour y arriver. Dans cette stratégie, c'est là où vous trouvez la réponse à ce que vous m'avez demandé, de l'intoxication, afin de noircir l'image des institutions, afin de noircir l'image du chef de l'État avec son peuple, et arriver à les pousser sur la rue et permettre à leurs mentors de s'en saisir et de venir enfin installer leur complot qu'on a dit. Ça, c'était le plan de l'opposition. C'est ça maintenant le nouveau projet de société de nos amis de l'opposition. Pour preuve, lorsque M. Tshisekedi est entré, regardez, son introduction est totalement différente de sa conclusion. Et lorsqu'il a osé parler du dialogue, il y en a qui voulaient quitter la salle. Je vous informe. De deux, je suis en train d'évoluer. J'ai vu ici, on a dit les gens se sont payés les billets, qui nous disent comment ils ont eu des visas automatiquement. Pour nous prouver, nous, aujourd'hui, les Congolais qui veulent aller en Belgique, qui vont à l'ambassade pour chercher les visas, on leur octroie les visas comme on a octroyé aux opposants. Non, il y a réellement une main noire. Et cette main noire-là, nous l'avons bien identifiée, auquel revenait la primeur des résolutions, c'est en dernière minute. Mais M. Mbayo, en quoi ça vous dérange une réunion de l'opposition à Bruxelles? Ça nous dérange parce que ce sont les mêmes méthodes de 60. Ou peut-être ici, en RDC, vous ne les laissez pas libres de se réunir. Nous sommes tout à fait d'accord, mais allez négocier les méthodes de 60, de 90, où vous devez chercher la légitimité à l'étranger. Nous estimons que la légitimité, nous devons la trouver dans les urnes. C'est aux élections qu'on trouve la légitimité. Quand vous regardez bien nos amis qui étaient au conclave, c'est deux générations. Une première génération, M. Tshisekedi et autres, voulaient faire passer le message des 60. Comment ils ont fait? La deuxième génération qui était avec eux, c'est une génération remplie tout simplement de jalousie, de haine, d'acharnement à Joseph Kabila, qui fait partie de leur génération. Mais on parle de démocratie. On ne parle pas des gens, on parle des demandes. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut. Nous avons dit, vous avez suivi les secrétaires, et prêt que nous puissions aller aux élections apaisées, mais nous ne devons pas aller aux élections et les proclamer avec des chars de combat. J'ai entendu l'analyste. On en a proclamé en 2006, la vie a continué. Hein? Voulez-vous encore que M. Tshisekedi gagne et qu'il s'autoproclame président chez lui à la maison? Qu'il prête serment chez lui à la maison? Ce cinéma-là, nous ne le voulons pas. Nous voulons aller aux élections apaisées. Lorsque mon ami, l'analyste, parle, j'ai analysé, il parle des élections, faudrait-il commencer par sommet, faudrait-il commencer par la base? Je m'imagine que une très bonne question. On ne peut pas inverser la pyramide. Pourquoi? On dit que le chef de quartier de Pakadjouma, il est plus proche de la population de Pakadjouma que le président de la République. Le chef des rues est plus proche de son peuple que le président de la République. La vraie démocratie, c'est laquelle? C'est inverser la pyramide ou c'est de doter à la base des personnalités légitimes? Nous estimons que cette thèse-là ne tient pas debout. Parce que moi, je m'imagine que mon chef de quartier est plus proche de moi que le président de la République. Et c'est ça la vraie démocratie. Est-ce que dans vos dires, donc nous imaginons... Monsieur Mbayo, que je vous pose cette question. Et c'est à vous les gens de la majorité. Vous ne trouvez pas que vous êtes en train d'inverser la logique? C'est comme si tout celui qui demande alternance, organisation des élections dans les délais, c'est devenu une infraction pour vous, les gens de la Il n'y a aucune infraction. Il n'y a aucune infraction si vous le faites démocratiquement, bien sans pouvoir aller chercher les méthodes de nous faire imposer un président qui n'aura des comptes à rendre quand c'est belligérant. Ça, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais la démocratie, certes, ici chez nous au Congo, elle est très jeune. Comment voulez-vous nous demander d'être sous le même référentiel que les États-Unis et la Belgique, qui nous donnent le temps? Nous allons nous reconstituer avec des infrastructures basiques. La CENI est en train de travailler. Regarde le danger. Le danger, ça serait que nos amis seront encore en porte-à-faux pour la énième fois, comme en 2006. Parce que vous en avez pris comme exemple. La CENI va commencer à enrôler et vont se mettre toujours à attendre leur schéma de Bruxelles. Ils vont rater cette occasion. Et lorsque nous irons aux élections, ils n'auront pas encore à croire au nouveau corps électoral qu'on est en train de constituer maintenant. Et lorsqu'on va proclamer, on va dire que les fichiers des nouveaux
pollués ou corrompus. Nous estimons qu'il est plus important qu'ils amènent le véritable projet de société, c'est la paix, c'est l'unité, c'est au dialogue que nous devons nous mettre ensemble pour trouver des élections apaisées. D'accord, Daniel Mbayo. Je reviens à vous, honorable Pico. C'est comme si on fait un tour, on fait des débats, ça fait plus de 3 mois, on va dire sur la même chose. C'est que, oui, l'article 70, avec l'arrêt de la Cour, qui a déclaré, le chef de l'État reste en fonction, ça certes, après la fin de son mandat. Mais c'est flou là, à quand les élections? Et le chef de l'État va rester en fonction pour combien de temps? Une des questions peut-être qui inquiète l'opposition, la société civile, la population congolaise. D'abord, je voudrais recadrer le débat par rapport à la réaction de notre frère bien-aimé, le président bienvenu. Je crois qu'il a essayé un peu de faire de l'amalgame. La question qui était posée était claire, mais il parle des gens qui étaient le président de la République, chef de l'État qui a été intronisé. Je ne sais pas s'il est dans quel ciel. Il a été intronisé à Bruxelles par Louis Michel dans un monde mystique ou quoi. On n'a pas vu ça. S'il a le film et qu'il nous montre ce film, alors le président a été intronisé à Kinshasa devant son peuple, devant les institutions. Alors je crois que l'opposition a toujours eu ce comportement. Je crois que ce n'est pas vrai. Je ne voulais pas que le peuple, qu'on puisse inoculer dans la population ce mensonge. Je m'excuse. Oui, alors on voudrait clarifier cet état des choses. Alors, moi, je pense que on n'a pas besoin de Bruxelles pour aller parler des problèmes du Congo. Mais parlons de ces résolutions. Vous vous souviendrez, en 2014, l'opposition a organisé son conclave sur 14e mérite. C'est presque les mêmes résolutions. C'est le lieu qui vous